donc au bureau du chef de l'État. Et dans quelques instants, si on peut dire dans quelques minutes, hein, parce que nos compatriotes congolais attendent donc ce moment depuis longtemps, on va avoir justement la liste donc, de ce gouvernement, le gouvernement souminois 1, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas le premier gouvernement du second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est un gouvernement qui est un gouvernement de mission, parce que comme l'a dit le chef déjà à plusieurs reprises, ce gouvernement est issu de la large victoire à plus de 73% aux élections de décembre 2023 du président Tshisekedi. Et ce gouvernement va se mettre au travail directement. Vous avez vu que petit à petit, les institutions se sont mises en place, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, au Sénat, ça continue, au niveau des gouverneurs, ça continue. Et là, ça sera notre gouvernement national qui va être mis en place. Alors, le gouvernement, ce qu'on peut vous dire, en tout cas, il y aura quelques caractéristiques précises. Non seulement il sera resserré au point de vue du nombre de personnes dans le gouvernement, et puis aussi, il y aura un accent qui sera mis sur la féminisation. Il y aura plus de femmes. On était à 37% et alors on verra à combien on est cette fois-ci. Mais en tout cas, ce taux va augmenter. Justement la publication de ces gouvernements. Absolument. Le chef de l'État tient au genre. Absolument. Vous savez, il a fait pour l'Assemblée nationale les membres du bureau définitif. Il a réuni tous les caciques de l'Union sacrée pour la nation pour leur tirer les oreilles en disant mais non, il faut faire non. Je tiens la représentativité des femmes au sein de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et les tickets qui est passé, on a vu 3 femmes être élues au sein de ces bureaux. Je pense que ce sera le cas. Vous avez parlé de la taille justement du Absolument, ça sera une marque de fabrique, hein. Excusez-moi de vous interrompre Oscar. Une marque de fabrique de ce nouveau gouvernement, c'est la place que l'on va donner aux femmes. Parce que justement, vous savez que le président Félix Tshisekedi est un défenseur, le représentant de la masculinité positive, le champion africain de la masculinité positive. Eh bien, ça va se traduire dans les faits concrets, dans le gouvernement, dont nous allons avoir la teneur dans quelques instants, puisque la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, va prendre la parole dans quelques instants pour nous annoncer justement ce gouvernement. Et alors vous verrez que c'est un gouvernement qui comptera plus de femmes, c'est un gouvernement qui sera resserré, et un gouvernement qui comptera des personnes qui sont des personnes compétentes et qui sont vraiment des personnes qui ont aussi une réelle probité. Parce que ça a été des exigences très claires qui ont été placées par le chef de l'État pour pouvoir arriver à ce choix difficile, c'est un choix important, le choix d'un gouvernement qui va diriger le pays pour pouvoir l'amener justement vers les objectifs et mettre en concrétiser l'action, la vision du chef de l'État, donc notamment en insistant sur les domaines de la sécurité. On sait ce qui se passe à l'est du pays, cette crise sécuritaire. Premier défi, la sécurité. Second défi, ce sera le progrès social. On va poursuivre dans le domaine justement à la fois de la gratuité pour l'enseignement que l'on va étendre, la gratuité des soins, l'extension de la couverture santé universelle, le PDL 145, c'est-à-dire la construction d'infrastructures dans les territoires. Et puis enfin, dernier volet très important, celui des jeunes et de la création d'emplois pour la jeunesse. C'est très important, le président y tient parce qu'il veut donner un espoir à notre jeunesse. Nous savons que nous sommes un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans et c'est à ces jeunes-là que l'on doit donner de l'emploi. Et le gouvernement qui va être annoncé dans quelques instants aura pour une des missions principales justement de créer les conditions pour qu'au Congo, il y ait plus d'entreprises et donc il y ait plus de création d'emplois. Eric Nyungdu, justement, ces défis vont répondre aux 6 engagements du président de la République lors de son investiture le 20 janvier dernier au stade des Martyrs. Il a égrené les 6 engagements qui représentent justement, qui donnent sa vision, sa façon de voir les choses pour le développement de la République démocratique du Congo. Avec la complicité de la réalisation, nous allons revenir sur les images Absolument. du 1er avril dernier, lors de la nomination justement de la première ministre Judith Suminwa. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Depuis l'histoire, depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo n'avait jamais connu une femme occuper le poste de Premier ministre. Et ça a été fait sous le mandat, le quinquennat de Félix
Antoine Tshisekedi et Chilombo. Voilà, Voilà, là, on c'est revoit les images. Judith Souminois, le jour de sa nomination par ordonnance présidentielle, la porte-parole que vous voyez sur ces images. Vous allez encore la revoir, peut-être dans une autre tenue, Tina Salama, pour nous lire justement les noms de ministres, de vice-premiers ministres, s'il y en aura, de VPM, de vice-premier ministre, de ministres, de vice-ministres, donc de membres du gouvernement. Parce que la taille du gouvernement, surtout le gouvernement Samalou Kondé II, en son temps, c'était un gouvernement de 55 membres. Oui. Mais je me demande si la taille sera maintenue. Non, ce que je peux vous dire, c'est que la taille sera réduite. On va avoir une taille réduite. Je ne peux pas encore dire le nombre parce que ce n'est pas encore le moment, mais vous verrez quand Madame Tina Salama va prendre la parole pour égrener justement le nom de tous les membres du gouvernement, vous verrez que la taille a été substantiellement réduite parce que c'était une des volontés fermes du président, notamment, il l'a toujours dit, c'est réduire le train de vie de l'État. Et de ce point de vue, il y a des regroupements qui se sont faits, des fusions de certains ministères. On met les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, en réduisant le nombre, en augmentant le nombre de femmes dans le gouvernement et en mettant des personnes compétentes et dotées d'une véritable probité pour pouvoir justement concrétiser, comme vous l'avez dit vous-même, la vision du chef de l'État, ces 6 engagements. La vision du chef de l'État résumée par ces 6 engagements, mais peut-être une question que je voulais vous poser, oui. Eric Mindou. Ce gouvernement a pris beaucoup de temps pour qu'il soit aujourd'hui publié. La première ministre a été nommée le 1er avril 2024. Comptez 1er avril, aujourd'hui nous sommes le 28 mai 2024. Ça fait pratiquement plus d'1 mois. Absolument. Et le chef de l'État, lui, a été investi le 20 janvier 2024. Ça fait pratiquement plus de 4 mois. Mais pourquoi ça a pris beaucoup de temps comme ça? Sous d'autres cieux, c'est aujourd'hui on nomme le Premier ministre et quelques jours après, le gouvernement est publié. Cher Oscar, vous le savez bien, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nos institutions sont ainsi faites. Nous avons hérité d'une constitution en 2006, une constitution qui nous crée un régime semi-présidentiel. Le président est élu au suffrage universel, il est souverain, il a le vote de la population, mais en même temps, le gouvernement, c'est-à-dire, doit être issu de la majorité au Parlement. Et de ce point de vue-là, on a dû attendre que justement tout le comptage des votes soit fait au niveau du Parlement, qu'au Parlement on puisse réunir une majorité, et le président Tshisekedi a obtenu, comme il l'avait demandé aux Congolais, à la fois de lui donner leur suffrage pour la présidence, mais à la fois pour le Parlement aussi. Mais c'est une coalition formée de différents partis qui forment en gros ce qu'on appelle l'Union sacrée pour la nation. Et il y a eu des discussions parce qu'il fallait trouver un compromis. Vous savez, l'art du compromis, ce n'est pas un art facile, c'est une culture qui s'apprend petit à petit. On peut peut-être faire la critique en disant ça a pris du temps, mais en tout cas, vaut mieux ça qu'un pays où il y ait des conflits. C'est pour ça que ça a pris un certain temps, mais maintenant, le fruit est mûr, il va tomber de l'arbre, on va connaître le nouveau gouvernement, et justement, on peut le manger pour avoir cette métaphore culinaire, comme vous voulez le faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça a pris le temps qu'il fallait pour avoir l'équipe qui gagne, l'équipe de choc. Et vous allez le découvrir dans quelques instants quand Madame Tina va justement nous annoncer la liste de ce gouvernement. Vous verrez vous-même que c'était nécessaire de prendre ce temps parce qu'il fallait arriver à certains équilibres. Vous en avez même parlé vous-même. Ça a été le cas notamment au niveau du bureau définitif de l'Assemblée. Il faut à la fois articuler ce qu'on appelle l'équilibre géopolitique. Nous sommes un grand pays de 100 millions d'habitants, avec 26 provinces, avec différentes entités, tribus, ethnies, tout ça. Donc il fallait faire cet équilibre-là, géopolitique, et puis aussi un équilibre de répartition des forces selon la force de chacun, selon le poids politique de chaque allié de l'UDPS, les alliés du président. C'est ce qui a été fait dans ce... C'est une alchimie assez particulière, mais une alchimie qui, justement, au bout du compte, donne un résultat probant parce qu'il faut prendre, comme je le disais, les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. N'oubliez pas les femmes. Les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que la masculinité positive, c'est pratiquement l'ADN du président de la République. Il y tient fermement. Il avait promis, je me rappelle, après son premier meeting de campagne au stade des Martyrs de la Pentecôte, le président de la République avait pris la route du Congo central. C'est là qu'il avait promis
que le Premier ministre serait une femme. Les gens ont vite oublié, mais lui, il a une mémoire forte. Et effectivement, lors de la nomination, le 1er avril 2024, c'est justement une femme, Judith Suminwa Tuluka, qui a été nommée par ordonnance présidentielle comme la toute première ministre femme de la République démocratique du Congo, honneur aux femmes. Au bureau définitif de l'Assemblée nationale, le chef de l'État, il a fait encore honneur aux femmes, il a exhorté. Absolument. En tant qu'autorité morale, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, il a exhorté les sociétaires de l'Union sacrée pour la nation qu'un regard puisse être jeté sur les femmes. Et 3 femmes sont dans ces bureaux, dans cette équipe de cette personne, cette équipe du bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Vital Kamere, qui est secondé par l'honorable Isaac Chilumbaï comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et derrière lui, c'est l'honorable Christophe Mbosso Kodiampanga. La liste n'est pas exhaustive. Oui. Mais je voudrais peut-être qu'on revienne sur les profils des futurs ou des ministres qui seront annoncés dans quelques instants. Oui, Eric Ndou. Vous avez parlé de la probité. Donc ils la auront compétence, la probité, oui. une certaine expérience aussi, et ce sont des gens qui auront des missions, comme je dis. Ce sera un gouvernement de missions, où les missions sont claires. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le second mandat du président Tshisekedi. C'est-à-dire le premier mandat était celui pour poser les bases, comme on a dit, poser les racines, pour, redonner une sorte de renaissance au Congo. Parce que le Congo a été un grand pays qui a été longtemps en léthargie. Et là, dans son premier mandat, le président Tshisekedi a posé les bases, notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la démocratie, dans le domaine de l'accès aux soins de santé. Et dans ce second mandat, il faudra consolider justement ces acquis du premier mandat et aller plus loin, aller plus fort. Et comme vous l'avez dit, ce sera notamment en mettant en œuvre les 6 engagements du président. Et on peut les rappeler, si vous le permettez. Rapidement. Voilà, premier engagement, c'est la plus de création d'emplois. Oui. Et on dit combien d'emplois on va créer. On a dit d'ailleurs que ce serait 6,4 millions d'emplois créés en 5 ans. Et donc là, il faut y aller vite, puisqu'il y a déjà 4 mois qui se sont passés pour toutes ces négociations-là. Donc il faudra aller vite et nous allons le faire. C'est un objectif fixé par le président Tshisekedi, et le gouvernement souminois aura l'obligation de mettre ça en œuvre. Deuxième engagement, c'était protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez, il y a la question du dollar. Déjà, il y a des dollarisation de l'économie congolaise. Absolument, mais il y a déjà des signes. Vous avez vu que récemment, le prix du carburant a baissé au bout de négociations très dures que le gouvernement a menées. Et ces efforts de vote continuent avec absolument, le gouvernement ça va faire souminois. baisser le pouvoir d'achat des Congolais. Troisième engagement, plus de sécurité pour tous. On connaît le défi qu'on a à l'Est. Vous savez que ces derniers jours, nos FRDC ont mené une offensive. Ils sont en train de progresser sur le terrain, en train de récupérer des agglomérations, des territoires. Sur les terroristes du M23 avec leur soutien rwandais. D'autre part, autre engagement, une économie plus diversifiée et plus compétitive. C'est ce qu'on va mettre en œuvre, et c'est, comme le chef d'État a dit, la revanche du sol sur le sous-sol. Arrêter le tout pour les mines, mais aller aussi vers l'agriculture, l'agrobusiness, la transformation des produits agricoles. Et là, c'est la diversification de l'économie congolaise. La diversification et la rendre aussi plus compétitive. Autre chose aussi, le 5e engagement, c'est plus d'accès aux services de base. C'est déjà le cas qu'on a commencé avec justement le PDL 145, parce que dans chaque territoire, dans le premier volet du PDL 145, c'était créer quoi? Créer des écoles, créer des centres administratifs et des centres de santé. C'est-à-dire accès à l'enseignement, accès à une administration, mettre l'État tout près du citoyen, ne pas rester dans une sorte de tropisme quinois, mais mettre l'État près du citoyen. Et puis aussi, en d'autres mots, créer des pôles de développement, dans chaque au niveau province, local. dans chaque C'est territoire. ça même l'esprit du programme. Et ça de éviterait développement l'exode local. rural, parce Absolument, qu'aujourd'hui Kinshasa est asphyxié. Voilà. Et Ce alors sont des donner de la politiques santé aussi. qui devront être mises en œuvre par le gouvernement souminois. Absolument. Et puis dernier engagement, c'est plus de services publics efficaces. Et ça sera notamment par le fait que l'on va renforcer
la capacité et l'efficacité des services publics. Et notamment, vous avez vu tout le travail qui est fait, par exemple, au niveau de la réforme de l'État, de l'administration publique, avec l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme des jeunes, avec la nomination de plus de 500 magistrats dans les provinces, pour que nos services publics soient au contact de la population et rendent service, que chaque Congolais, où qu'il se trouve, que ce soit au fin fond du pays, dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il puisse avoir un contact avec l'État et il puisse savoir que l'État congolais travaille pour lui. Les impôts qu'il paye, c'est des impôts qui servent à quelque chose parce que l'État lui rend les services qui lui sont dus. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc en direct de la Cité de l'Union africaine. D'un moment à l'autre, ce sera donc la fumée blanche qui va s'échapper. Le moment tant attendu. Le moment tant attendu. La fumée blanche qui va s'échapper de Mont Ngaliema ici, du Mont Ngaliema. Un peu pour reprendre l'expression chez les catholiques, à la chapelle Sixtine, n'est-ce pas, quand il faut désigner les papes. C'est la fumée blanche qui s'échappe pour annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement souminois, le gouvernement souminois 1, du second quinquennat du président de la République sera donc publié aujourd'hui, et Madame la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, est juste en face de nous. Il est en train d'arranger justement ces dossiers, cette ordonnance pour venir nous la lire tout à l'heure. Mais une question combien de Congolais se posent. La République démocratique du Congo figure parmi les top 10 de pays africains, donc de l'Afrique subsaharienne, avec une économie à plus forte croissance. Exactement, en 2022 et 2023. Mais malheureusement, cette forte croissance de 6%, n'est-ce pas, c'est heurte justement à ces paniers de la ménagère qui continuent à souffrir justement face à la hausse du dollar américain sur le terrain. Cette croissance se heurte justement à plusieurs défis économiques sur le terrain. Comment ce gouvernement va-t-il s'y prendre ? Bien, ce gouvernement va reprendre et mener plus loin les chantiers qui ont été commencés lors du premier quinquennat du président Tshisekedi, notamment quand on parle de diversifier l'économie. C'est très important parce que vous savez que un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat des Congolais n'est pas très bon, c'est notamment parce que nous importons beaucoup de choses. Nous ne produisons pas ce que nous consommons et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et pourquoi ? Parce que notamment au niveau alimentaire, on sait que le manque d'infrastructures fait que tous les produits alimentaires qui sont cultivés dans province ne parviennent pas à Kinshasa parce qu'il manque de routes. Surtout en saison des pluies, la communication est très difficile. Donc, dans le programme du chef de l'État, vous savez que récemment, on a signé un grand accord avec les Chinois pour la remise en question du grand contrat de Sicomine. Et notamment, on a pu dégager plusieurs milliards de dollars là-dessus qui vont être donnés au Congo. Et le président a décidé de façon très sage en disant « cet argent sera destiné exclusivement à la construction de routes, à la construction des infrastructures. » Donc ça va permettre aujourd'hui de relier tous les centres de production agricole des centres de consommation qui sont les grandes villes telles que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbujimayi, Kananga ou autres. Donc voilà comment on va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Congolais en baissant le prix des denrées alimentaires. Autre chose aussi, c'est en créant plus d'emplois, en mettant ici sur place des entreprises de transformation. Et ça sera très intéressant d'avoir des entreprises de transformation au Congo parce que ça nous permettra de pouvoir ajouter de la plus-value à nos matières premières. Parce que vous savez que malheureusement, notre économie a une structure extravertie. C'est-à-dire qu'on exploite nos mines, mais on envoie ces produits, donc c'est-à-dire les minerais, on les envoie se transformer à l'extérieur. On envoie les bruts, il faut qu'il y ait des usines de transformation. Il faut que l'on transforme ça ici localement. Même chez nous. Comme ça va non seulement créer de l'emploi, parce qu'on sait que l'industrie, c'est le secteur qui crée le plus d'emplois, et en plus, ça va nous permettre aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des Congolais et d'augmenter les revenus de l'État. C'est peut-être ici l'occasion de saluer le travail qui est fait au niveau
de la RSP et l'agence, n'est-ce pas, de la sous-traitance dans De les la secteurs, sous-traitance, oui, absolument. dans les secteurs privés. Le chef de l'État avait promis de créer des millionnaires. Ce qui est fait aujourd'hui parce que nous avons assisté à une rencontre au Palais de la Nation entre le président de la République avec des millionnaires qui ont été créés grâce justement à la sous-traitance dans les secteurs privés. Et vous savez, derrière chaque PME, petite et moyenne entreprise, il y a beaucoup de dépendants, il y a beaucoup de Congolais qui sont pris en charge, qui sont engagés. Donc la création de l'emploi ou des emplois, c'est une question justement de privé d'abord. Absolument, c'est une question du privé d'abord. Et le malheur chez nous, c'est que pour l'instant, l'État est le premier employeur au Congo. Et il faut transformer. Quand on parle de transformation de l'économie, c'est notamment ça aussi. C'est faire qu'on va faire émerger un secteur privé. Et pour ça, il faut créer un climat des affaires qui soit propice. Notamment parvenir à faire baisser le taux d'intérêt qui fait que quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez un projet d'entreprise, vous allez dans une banque, on vous prête et que ce soit un taux réduit, et donc vous un avez taux accès soutenable, facilement au crédit, un un taux d'intérêt voilà, appréciable. appréciable. Et bien de ce point de vue-là, ce sera une des priorités de ce gouvernement, c'est d'améliorer l'environnement des affaires pour pouvoir susciter plus de vocations. Parce qu'on peut dire, la vérité c'est que le Congolais est entreprenant. Le seul problème, c'est que l'environnement économique actuel ne lui permet pas de prospérer. Pourquoi? Parce que non seulement les règles de loi ne sont pas toujours respectées, et puis en plus de ça, l'accès au crédit n'est pas si facile, et puis on parle la aussi multiplicité des taxes. on parle aussi de la multiplicité, et puis aussi les infrastructures, l'accès à l'énergie, les routes. Mais si tout ça est créé, si tout ça est construit en même temps, vous verrez, il y aura une émergence au Congo d'une véritable classe moyenne de jeunes Congolais qui pourront créer leurs propres entreprises et ainsi employer et donner du travail à tous leurs semblables. Et c'est ça le défi que l'on doit mettre. C'est pour ça que le président s'est fixé un objectif clair. Il a parlé de 6,4 millions d'emplois à créer en 5 ans. Mais on peut aller au-delà de cet objectif. Ça, c'est le minimum que l'on peut atteindre. Et il avait d'ailleurs expliqué comment il va le faire. C'est ça la différence avec les autres, c'est que le président Tshisekedi, il dit ce qu'il va faire et il va faire ce qu'il va et il n'oublie pas. Absolument, il n'oublie pas. Il est derrière sa vision, Absolument. il suit pas à pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, tout récemment, après avoir posé la première pierre pour la rénovation, la construction de la maternité de Kitambo, le chef de l'État a fait un crochet sur l'avenue Ngouma pour justement suivre les travaux qui étaient effectués et des travaux qui avaient accusé une certaine lenteur. Il a donné des instructions claires et précises. Quelques jours après, cet ouvrage a été remis au public, a été ouvert à la circulation au grand bonheur de la population. Eric Nindou, parmi les défis, vous avez parlé des défis sécuritaires. Absolument. Vous savez, il y a l'activisme des terroristes du M23 dans la partie est de notre pays. J'ai fait allusion ici dans la province du Nord Kivu. C'est parmi l'un des défis majeurs à relever par le gouvernement Somino. Taire les armes dans cette partie du pays. Absolument, taire les armes. Et on le fait comment? Notamment en continuant à renforcer la capacité de nos FRDC, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, en dotant nos militaires de toute la capacité qu'il faut pour pouvoir faire front et justement reconquérir notre territoire. C'est ce qui a été commencé lors du premier mandat et on va poursuivre et accentuer dans ce sens-là. Notamment aussi en mettant, si vous voulez, nos troupes dans un environnement social beaucoup plus agréable, notamment pour leur famille, l'accès aux soins gratuits, aux soins de santé gratuits, l'accès à l'école gratuit, l'accès aussi à des prix préférentiel pour les denrées alimentaires. Vous savez que ça a été mis en place. On va accentuer encore ça. Mais dans les camps militaires, notamment ici à Kinshasa, au camp Tchachi, au camp Kokolo, il y a des cantines des militaires grâce justement au service national. Il n'y a pas de rupture de stock depuis que ça a commencé. Il y a des sacs de foufou, de farine de maïs de 25 kilos qui se négocient aujourd'hui à 18 000 francs congolais. Donc hors toute concurrence. Moins de 10 $ américains. Et les familles de militaires sont en train de s'approvisionner localement. Et j'ai appris du commandant du service national qu'au-delà de la farine, il y aura des cantines aussi pour la vente du frais, de produits frais, notamment de poissons, chinchard, de la viande. Je pense que cela sera matérialisé parce que c'est la vision du président de la République qui tient à mettre dans les meilleures conditions les militaires ainsi que leurs familles. Et puis d'un autre point de vue opérationnel, il y a bien sûr tout le côté de
comment je veux dire, de la mise en œuvre, la concrétisation de notre loi de programmation militaire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a voté une loi de programmation militaire. C'est-à-dire, on a séquencé la capacitation, si je puis dire, de notre armée. Notre armée va pouvoir se doter du matériel, se doter des infrastructures, se former. On a recruté près de 70 000 nouvelles recrues qui sont formées dans des camps répartis dans tout le pays. Et aujourd'hui, ils sont prêts à être là pour défendre le pays. Vous voyez, de ce point de vue-là, tout est mis en œuvre pour que notre armée puisse monter en puissance. Et vous verrez, nous faisons déjà face à ces terroristes du M23. Nous sommes en train de gagner du terrain et bientôt nous allons pouvoir gagner ça. Donc nous avons deux fronts, à la fois le front militaire, avec l'aide aussi par exemple des troupes de la SADC, des troupes de l'Afrique australe qui sont venues, qui vont apporter un appui logistique, un appui opérationnel à nos troupes sur le front. Et puis aussi de l'autre côté, il y a le front diplomatique. Et de ce point de vue-là, vous savez que le travail inlassable du président Tshisekedi et de toute la diplomatie congolaise a fait changer les choses, a fait changer le point de vue de la communauté internationale. Parce que jusqu'à présent, il y avait deux choses que les gens ne comprenaient pas. Il y avait un mystère Kagame. Les gens croyaient que Kagame, c'était un leader africain, moderne et tout. Non, on a pu démystifier Paul Kagame, qui est apparu aujourd'hui aux yeux du monde comme ce qu'il est, c'est-à-dire un dictateur sanguinaire. D'autre part, on a démythifié le Rwanda, qui apparaissait aussi comme un miracle économique, et on a montré que ce pseudo-miracle économique ne reposait que sur le pillage des ressources du Congo. Donc de ce point de vue-là, vous voyez que le pays est toujours à l'offensive. Dernier exemple en date, c'est cette démarche judiciaire que le Congo mène pour essayer de mettre en cause l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement de Apple, un des grands de ce qu'on appelle les Big Five dans le monde de la technologie, pour leur dire les minéraux, vous ne pouvez pas participer à du recel de produits qui ont été obtenus de façon illégale, et notamment ce qu'on appelle les minerais du sang. Voilà. Absolument. Donc vous voyez, le Congo avance, peut-être pas assez vite au goût de certains, mais en tout cas on avance dans la bonne voie pour redevenir ce que notre essence même fait de nous, c'est-à-dire un grand pays au cœur de l'Afrique, étant le pivot du développement de ce grand continent. C'est une diplomatie agissante, c'est peut-être ce qui explique le voyage qu'effectue le président de la République. Il a été tout récemment en Allemagne. Absolument. Il a été en Belgique, il a été en France. Nous allons rendre momentanément l'antenne, le temps que les choses se précisent, parce que Mme Tina Salama est là. D'ailleurs, je vois dans le couloir... avant de rendre peut-être l'antenne, on va parler de cet autre point, Eric Nyindou. C'est justement, vous avez parlé des défis sécuritaires. Absolument. Mais la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 kilomètres carrés. C'est un pays continent. Sans les voies de communication, il est impossible de parler développement. Voies de communication non seulement à Kinshasa, mais à travers la République. Il y a des produits qui proviennent des champs, il y a des produits de la pêche, mais qu'on ne sait pas évacuer vers les centres de consommation parce qu'il n'y a pas de route. C'est un défi énorme. Des embouteillages énormes à Kinshasa, des embouteillages également à Lubumbashi, dans d'autres grandes villes du pays. Nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de tram. Il y a un grand défi sur le plan de voies de communication, de transport multimodal. Je pense que vous partagez les mêmes avis que moi. Absolument, c'est un double défi qui a double face. À la fois les transports, les voies de communication qui doivent être construites, c'est-à-dire les routes, les autoroutes. Et on doit aussi, n'oubliez pas une chose, notre voie de communication naturelle dans ce grand pays, c'est le fleuve. Donc il faut aussi réhabiliter la voie maritime. Et c'est dans le programme du gouvernement, vous le verrez, le drainage justement du fleuve pour permettre à ce fleuve, qui est notre voie naturelle de communication, d'être utilisé à bon escient. Il y a le fleuve, il y a la voie des airs, on a réhabilité une compagnie d'aviation qui a peut-être quelques petits problèmes, mais elle est aussi en train d'être remise sous les fonds baptismaux pour pouvoir être efficace. Et puis aussi les routes, c'est ce grand défi, je vous en parlais tout à l'heure, Oscar, notamment avec ce grand accord qui a été signé avec les miniers chinois pour pouvoir justement allouer l'argent qu'ils vont nous donner. On compte en près de 7 milliards, ça va être alloué pour construire des routes au Congo. Et enfin, un dernier défi, c'est celui de l'énergie.
on a besoin de l'énergie. Il y a des grands projets qui sont en cours, notamment le fait de créer des centrales électriques, des centrales hydroélectriques réparties sur l'ensemble du territoire national, mais aussi de enfin, je dis enfin, pourquoi? Parce que ça date d'il y a longtemps, enfin se pencher sur le grand projet de Inga, c'est-à-dire ce grand barrage hydroélectrique qui aujourd'hui est utilisé en sous-capacité. On va le renforcer avec des partenaires internationaux et vous verrez que lors du second mandat, les travaux vont commencer pour Inga 3 pour pouvoir justement donner de la capacité au Congo et faire du Congo une grande puissance industrielle et aussi un pays où il fait bon vivre, où les Congolais auront l'électricité chez eux et n'auront plus ces problèmes récurrents de coupure de courant. Voilà, peut-être que ça sera la fin de Poche Noire à travers Kinshasa et le pays. Merci Eric Nindou. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cellule de communication ici à la présidence de la République. Merci pour cette contribution dans ce plateau spécial. Le suspense continue encore pour quelques minutes. Les suspens continuent encore. Merci. Nous allons prendre Giscard Koussema, mais juste le temps de vous dire que dans quelques instants, la porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama, va sortir pour nous lire justement. Si les réalisateurs peuvent nous prendre ces lutrins. Voilà les lutrins qui attendent recevoir la porte-parole du président de la République, Tina Salama. Voilà, c'est les lutrins qui a été aménagé pour la lecture de l'ordonnance portant nomination ou composition de membres du gouvernement souminois 1, n'est-ce pas, du second quinquennat du président de la République, Giscard Koussema. Quels sont les enjeux autour de ces gouvernements qui sera tout à l'heure dévoilé par la porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama. Bonsoir. Bonsoir, cher Oscar Mbal. L'attente aura été longue, vous l'avez dit, entre tractation, supputation. L'attente devenait donc insupportable et ce soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de lever les suspens. Et c'est dans ces cadres-là que sa porte-parole va donc donner la liste de ces personnes rares qui ont tenu en haleine toute l'opinion nationale depuis quelques jours. Et ce sera donc l'acte 2 du président de la République. On sait évidemment que l'acte 1 était la nomination le 1er avril dernier de Madame Souminois comme Premier ministre, chef du gouvernement. L'acte 2 sera l'équipe complète du gouvernement. On sait déjà qu'il y a en ce qui concerne la taille... Il faut quand même le dire, il y a eu quand même beaucoup de tractations autour de cette équipe parce qu'il y a eu des consultations au niveau d'abord de l'informateur Augustin Kabouya qui a eu des consultations avec tous les regroupements et partis politiques de l'Union sacrée pour la nation. Après, c'est la première ministre elle-même qui a eu aussi des consultations. Finalement, ça a pris plus de mois pour que, enfin aujourd'hui, le gouvernement puisse sortir et soit annoncé. Conformément à la constitution de notre pays, le gouvernement devrait sortir de la majorité parlementaire. Il fallait tout d'abord dégager cette majorité. Le président de la République avait pris l'option de pouvoir nommer un informateur qui avait justement dégagé cette majorité. Après cette première étape, la seconde était celle de trouver justement la première ministre. Et c'est ce qui est arrivé le 1er avril de cette année en nommant Madame Judith Souminois comme Premier ministre, chef du gouvernement. Alors depuis, ce sont des tractations au sein de la majorité présidentielle constituées des 47 regroupements politiques. Voilà. Et donc c'était important de pouvoir consulter ces personnalités, ces groupements politiques, c'est ce qui a été fait. Et par la suite, le président de la République lui-même a travaillé avec la première ministre sur l'équilibrage du gouvernement en ce qui concerne notamment la taille du gouvernement, la représentation de blocs régionaux dans notre pays, mais aussi la représentation de la jeunesse et de la femme. C'est ce qui a été fait. Et ce soir, on sait déjà que le gouvernement souminois, je préfère parler du gouvernement souminois parce que lorsqu'on parle du gouvernement souminois 1, vous insinuez qu'il y aura un souminois 2. Non, il deviendra 2 lorsqu'il deviendra souminois 1, lorsqu'il y aura un souminois 2. C'est un peu comme dans la papauté. Okay? Et donc, il faudra attendre le deuxième gouvernement pour qu'on parle du souminois 1. Donc, pour l'instant, c'est donc le gouvernement Judith Souminois.
dont la taille sera un peu resserrée. Ça, le président de la République l'avait dit à plusieurs reprises. Et si je comprends très bien, si les gouvernements SAM à 2 avaient une taille de 55 membres du gouvernement. 57. 57, pardon. Précisément, donc, oui. Le gouvernement Soumino aura moins de 57 membres. Le président l'avait dit à plusieurs reprises parce qu'il voulait resserrer un peu la taille du gouvernement, mais dans quelle proportion, personne ne sait le dire avec exactitude, contrairement à toutes ces spéculations, supputations qui circulent dans les réseaux sociaux. Ce soir, il y avait encore quelques listes. Tout cela est faux. Personne n'a été aux côtés du président de la République lorsqu'il s'est agi justement de pouvoir opérer des arbitrages. Nous pouvons vous confirmer que cette dernière semaine, la première ministre a multiplié des allées et venues ici au palais, à la cité de l'Union africaine où se trouve le bureau du président de la République, et des longues séances de travail entre le président de la République et sa première ministre pour aboutir à cette liste du gouvernement. Donc personne ne peut prétendre jusqu'à cet instant connaître quelques noms dans cette équipe. Nous-mêmes qui vous parlons ce soir, nous sommes en train de supputer. Effectivement, donc la liste du gouvernement se trouve sur la table du président de la République, et il lui reviendra de la remettre à sa porte-parole qui va faire lecture ici sur les antennes de la RTNC. Nous sommes en train de faire des réflexions par conjoncture. Giscard Koussema, c'est supposé qu'il y aura des nouvelles figures dans ce gouvernement et même des anciennes figures qui vont faire leur entrée. Mais justement, c'est tout l'enjeu justement de ce gouvernement, c'est tous les suspens. Effectivement, on attend de voir la taille du gouvernement, on l'a dit, on attend voir les grandes entrées dans ces nouveaux gouvernements. En fait, la configuration de la nouvelle classe politique avec ce gouvernement du deuxième mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un gouvernement qui sort de sa propre majorité, une majorité constituée de leurs exploits. Seul le président de la République dispose en tout cas des indicateurs de performance pour chacun des membres du gouvernement. Il faudra s'attendre à quelques oiseaux rares qui seront retenus par rapport à leurs résultats. Et donc, jusqu'à cet instant, on ne sait pas citer un seul nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourra trouver quelques oiseaux rares dans ces gouvernements. Alors, l'autre enjeu, c'est la représentation de la femme, mais aussi de la jeunesse, parce que le président de la République tient beaucoup à cet équilibre du genre. Le président de la République qui est le champion de la masculinité positive, oui, reconnu par ses pairs au niveau de l'Union africaine. Cela devrait également se constater au niveau de la configuration de ce gouvernement. La jeunesse, qui était déjà bien représentée dans les précédents gouvernements, on va voir cette fois qui sont ces jeunes qui vont faire partie de ce gouvernement de Judith Suminwa. Donc voilà les enjeux autour de ça. Et ce sont des questions qui vont trouver des réponses. Ce sont des questions qui vont trouver des réponses dans les minutes qui suivent lorsque Madame la porte-parole aura fait lecture de cette ordonnance. Mais Giscard Koussema, justement, Madame la porte-parole va faire lecture de cette ordonnance pour ta nomination de membres du gouvernement souminois. Mais je voudrais savoir, puisque vous parlez de la configuration de ce gouvernement, donc de la taille de ce gouvernement, si la taille est réduite automatiquement, certains ministres auront de grands portefeuilles, c'est ça? Oui, il est possible également, ce sont des supputations. Et effectivement, si le gouvernement est resserré, on pourra assister à des fusions de quelques ministères. D'autres peuvent carrément disparaître, hein, et les prérogatives vont aller à d'autres portefeuilles. Et donc si ce gouvernement est resserré comme l'a voulu le président de la République, parce qu'il tenait à donner cet exemple sur la réduction du train de vue des institutions. Il avait d'ailleurs déjà commencé au niveau de son cabinet. Lui qui avait commencé avec 18 collèges, il n'en compte qu'aujourd'hui, je crois, 13. C'est dans il est le en train cadre de réduire sensiblement. Sensiblement, il a donné l'exemple en commençant par les cabinets. Aujourd'hui, c'est le gouvernement et cela devrait se poursuivre avec les autres institutions.
Et donc, il est possible de voir la fusion des quelques portefeuilles. Je ne sais pas. Je donne l'exemple. On est en train de supputer, par exemple, les sports. On peut trouver, par exemple, l'intitulé du ministère des Sports, donc ministère des Sports, loisirs, voilà, tourisme et loisirs. et on même peut fusionner jeunesse. la justice et les droits humains. On peut fusionner les affaires étrangères et la coopération régionale. Voilà. On peut fusionner l'économie et le commerce extérieur. Tout. Voilà. Le développement rural et l'agriculture peuvent être fusionnés. Voilà, c'est des cas comme cela. Et cela rentre dans les cadres Les budgets et les justement finances aussi, hein, c'est possible. Ouais, C'est ça est possible. Ce sont des effectivement. calculs. Ailleurs, oui, ailleurs, on a des portefeuilles comme cela. Mais on peut aussi également supprimer certains portefeuilles carrément. Un ministère qui disparaît totalement et ou soit créer, dont les prérogatives créer un département, par exemple, vice-primature des finances, et puis avec de ministères ou de vice-ministres en bas qui puissent gérer tel secteur, par exemple. Oui, et tout cela relève du possible parce que ça procède du souci justement de pouvoir donner un exemple avec la réduction du train de vie des institutions. Et nous pensons que dans les minutes qui suivent, nous aurons de précisions sur la taille de ce gouvernement, Judith Sominois. Le gouvernement souminois sera donc publié incessamment, dans quelques instants donc. La porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama, elle est en train d'arranger justement tous les dossiers pour venir nous lire cette ordonnance portant nomination de membres qui vont composer justement les gouvernements Judith souminois, un gouvernement d'émission, un gouvernement avec beaucoup de défis qui l'attendent justement. Et donc dès ce soir, le régime d'expédition des affaires courantes devrait donc cesser. On aura un gouvernement. Celui-ci devrait se préparer à présenter son programme devant le Parlement, conformément à la constitution de notre pays, mais c'est une étape qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps parce qu'on connaît déjà les 6 axes prioritaires de l'action gouvernementale du président de la République. Donc, ce sont ces 6 axes qui constituent l'ossature du programme du gouvernement. S'il faut y revenir, il y a la création des emplois. Exactement, il y a la sécurité d'abord, oui. Il y a l'amélioration du pouvoir d'achat, la création de l'emploi, la modernisation de l'accès aux services de base, l'accès aux services sociaux de base. Donc, ce sont ces 6 axes qui constituent les piliers du programme du gouvernement. Maintenant, il reste que l'équipe se présente devant la chambre basse du Parlement. Heureusement qu'au niveau de cette chambre basse, le bureau définitif est déjà constitué. Donc, ça pourrait prendre une semaine. L'équipe gouvernementale devrait présenter les programmes du gouvernement. Et après adoption, c'est alors qu'ils vont entrer en fonction et commencer le plus rapidement le travail. Et les Congolais voudraient que cela se fasse le plus vite possible parce qu'il y a quand même beaucoup de temps qui ont été perdus depuis l'investiture du président de la République le 20 janvier et jusqu'à aujourd'hui, 4 mois après. Mais nous avons maintenant un gouvernement. Si la liste, comme ce sera le cas maintenant, la composition du gouvernement sera dévoilée tout à l'heure par la porte-parole du chef de l'État, la population voudrait que cela aille très vite, aussitôt après la lecture de l'ordonnance de la composition du gouvernement souminois. Quelques jours après, on voudrait voir ces gouvernements laisser présenter devant l'autorité budgétaire, la chambre basse du Parlement congolais, pour présenter son programme d'action et commencer le travail. Effectivement, la mise en place des institutions de la République aura pris un peu de temps, mais dès ce soir, en tout cas, c'est une autre étape qui s'ouvre dans la mise en place des institutions. On l'a vu avec l'implication personnelle du président de la République et les recadrages qu'il avait fait devant le 406 députés qui constituent la majorité présidentielle. Les choses se sont accélérées. Aujourd'hui, on a le Premier ministre, on va connaître d'ici quelques instants l'équipe gouvernementale, la Chambre basse du Parlement qui devrait investir ces gouvernements est déjà mise en place. On connaît les sénateurs, il y a un bureau
provisoire, un bureau d'âge qui a été mis en place et bientôt ce sera le bureau définitif. Se dire que dans les semaines qui suivent, on aura l'ossature de toutes les institutions de la République et cela devrait permettre au président de la République de vite mettre en branle son programme qui lui a permis d'être élu avec une majorité historique dans notre pays. Et c'est ce que l'on attend. Et donc ce soir, c'est une étape importante qui va être franchie dans ces processus de mise en place des institutions. Mais il nous faut insister sur le fait que tout ce qui s'est fait est conforme à notre Constitution. Il est vrai, si aujourd'hui on décrit le retard mis dans la mise en place des institutions, c'est parce que le président de la République voudrait se conformer à la Constitution de notre pays, qui voudrait que le gouvernement soit issu de la majorité. Cette majorité, il faut d'abord la dégager. Et que les équilibres géopolitiques soient respectés, exactement. Les politiques et le poids politique de le président de la République ne s'est pas empêché, en tout cas, de recadrer le présidium de l'Union sacrée lorsque celui-ci avait présenté son ticket. Le président de la République a publiquement fait deux recommandations qui avaient été prises en compte. Il s'agissait, pour ces cas précis, de la représentation de la Grande Orientale. Aujourd'hui, dans ces bureaux, on a un membre qui est issu. Et puis, le président de la République voulait une présence assez remarquable des femmes. Ce qui a été fait parce que aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 7 membres qui constituent les bureaux de l'Assemblée nationale, il y a 3 dames et 4 hommes. Je crois que ça, c'est aussi une première d'avoir, au niveau de cette institution, une représentation assez significative des femmes. Alors là, nous allons faire la comptabilité. Peut-être ce sera le cas aussi pour le gouvernement, mais on sait déjà que dans le gouvernement Sama Lukonde 2, il y avait, je crois, 16 ou 17 femmes. On avait franchi la barre de 22%, plus de 20% exactement, de femmes dans ce gouvernement. Et beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Déjà, la nomination de Mme Seminois est historique pour ce pays. Jamais on a connu une première ministre. Jamais on avait connu aussi un gouverneur ou une gouverneure de la Banque centrale. Jamais au niveau de l'appareil judiciaire, on avait eu de femmes au poste le plus élevé de notre magistrature. Donc le président de la République est en train de concrétiser toute sa vision, tout son souhait de pouvoir accorder beaucoup de place et beaucoup d'opportunités aux femmes valables, parce qu'il y en a, en tout cas au niveau de notre pays. Et il n'y a pas que l'exécutif, il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que dans l'appareil judiciaire ou au Parlement, mais même au sein de son cabinet, le président de la République s'est choisi en tout cas des femmes à des très hautes responsabilités, comme la professeure Nicole Boacha, qui est directeur des cabinets adjointes. Ça, c'est aussi un honneur qui a été réservé donc aux femmes. Giscard Koussema, je sais que les cœurs battent à un rythme accéléré dans beaucoup d'officines. Dans les états-majors des partis politiques, nous sommes suivis en direct. Les gens ne dormaient pas. C'était un gouvernement tant attendu par les acteurs politiques, non seulement par les acteurs politiques, mais aussi par la population, parce qu'on a senti à un certain moment qu'il y avait un vide. N'est-ce pas? Parfois, on ne savait pas à qui s'adresser, parce que c'est vrai, il y avait le gouvernement Sama Lukonde qui a assuré les affaires courantes, mais il ne faut pas prendre des grandes décisions, n'est-ce pas? Parce que, justement, soumise à ces régimes d'expédition des affaires courantes, déjà, il y avait du débat pour savoir quel était le pouvoir réel de ces équipes. Certains visages commençaient à énerver l'opinion. Bon, aujourd'hui, ce sera la fin justement de ces régimes d'expédition des affaires courantes. Le gouvernement de la République est là. C'est ce gouvernement qui va donc conduire l'exécutif pour
en tout cas pour ces 5 années, dans un premier temps, et il reviendra au président de la République de voir si besoin il y a, à un moment donné, de pouvoir faire de réajustements. En tout cas, pour l'instant, c'est le gouvernement Judith Suminwa qui est attendu, un gouvernement très resserré, qui n'aura pas en tout cas 57 membres. Ça, au moins, c'est une évidence. Ce sera Qui en n'aura deçà, pas, donc moins de 57 membres. Voilà, mais qui Ça peut n'aura être pas 40, non plus les chiffres ça peut être comme 30 des quelques. spéculations qui circulent sur la toile. Ça peut être 37 membres, 40. Ça dépendra de la mission que le président de la République assigne à ses gouvernements. Et ça dépend également des échanges qu'il a eus avec sa chef du gouvernement, avec qui en tout cas il a eu de longues séances de travail. Ça, nous pouvons le confirmer. Cette dernière semaine, elle était ici au quotidien, pratiquement tous les jours. Pratiquement Elle tous les était jours, encore ici hier. Je ne peux pas vous dire combien tous les de jours temps, elle passait, donc combien de temps effectivement la séance de de travail a duré, Voilà. et ce soir encore. Donc pour dire que le président de la République s'est donné le temps en tout cas de se choisir des bonnes personnes qui vont implémenter sa vision et son programme pour lesquels il a été massivement élu. Je voudrais savoir si nous sommes en train de suppiter, nous sommes en train de raisonner par conjecture. Est-ce qu'il y aura des surprises avec ces gouvernements? Quand je dis surprise, parce que les gens sont habitués à voir le même visage revenir. Est-ce qu'il y aura de nouveaux visages, de nouvelles têtes qui vont faire les rentrées dans ces gouvernements? Et ceux-là qui s'attendaient peut-être à entrer, qui ne seront pas sur les listes, et qu'ils ont à se morfondre, ils ont à regretter, d'autant plus qu'on peut servir la nation autrement sans être ministre. Oui, les surprises, évidemment, ça relève du possible parmi les entrants, mais aussi parmi les sortants. Le président de la République a pris le temps de se choisir, je ne sais pas s'il faut parler de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine de personnalités parmi les 80 millions de Congolais. Et donc, il a pris le temps de se choisir de bonnes personnes. Il est possible qu'il y ait effectivement des surprises. On peut les appeler des oiseaux rares? Bien sûr, la surprise du chef ne manque pas. Il y aura peut-être parmi l'assistance ici, voilà, peut-être qu'on a des ministres dans la cour en ce moment. C'est la relève aussi du possible, mais bon, attendons voir. On ne va pas se lancer dans cette loterie. Attendons voir simplement, gardons notre mal en patience. Si la population s'est donné 2 mois de patience, parce que c'est depuis le 1er avril, elle peut encore prendre patience d'ici quelques instants, le temps que Mme Tina Salama se présente ici pour faire lecture de cette ordonnance présidentielle portant nomination de membres du gouvernement. Et mesdames, messieurs, je vous signale que maintenant que nous sommes en train de vous retransmettre en direct justement cet événement, parce que ça en est 2 mois d'attente. Oui, j'ai parlé de l'acte 2 du deuxième mandat du président de la République. L'acte 1 était la nomination de Mme Judith Suminwa. C'était une surprise, alors que les mêmes réseaux sociaux qui nous ont amenés dans cette loterie, dans ces supputations, il y a même des listes qui circulaient. Voilà, des listes qui circulaient. On a même vu des gouvernements remaniés dans les réseaux sociaux. Et puis la surprise du chef, c'était de nommer Mme Judith Suminwa. Et aujourd'hui, voilà, on devra s'attendre également à d'autres surprises. Et on ne peut que féliciter les heureux promus, mais je crois que c'est plus une question de responsabilité que d'honneur, parce qu'ils ont l'obligation l'obligation des résultats, l'obligation de la réussite, je voulais dire. Ils ont l'obligation de la réussite, ils ont l'obligation de résultats, et ils doivent montrer qu'ils ont mérité la confiance du président de la République. Ils doivent montrer qu'ils sont en tout cas les moins mauvais parmi les 80 millions de Congolais pour gérer ce pays pendant ces 5 années. Giscard Coussima, je m'imagine la pression qu'il y aura sur ces gouvernements, ces ministres. D'abord un gouvernement qui sera comprimé, la pression par exemple dans la lutte contre la corruption,
la pression en termes de probité, mais même de conscience dans le travail, parce que la population attend beaucoup de ces gouvernements. Vous savez, le mal a été profond, le pays, la RDC vient de très très loin, et tout est priorité dans ce pays. Oui, le président de la République n'a de cesse de répéter, ici au pays comme à l'étranger, qu'il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Aujourd'hui, il y a des brigades entières qui s'occupent justement de ces questions de corruption. Il est vrai que les défis restent encore énormes, mais les premiers signaux sont positifs. Aujourd'hui, on ne cesse de dénoncer publiquement ces détourneurs et lorsque ceux-ci sont pris, voilà, les sanctions suivent. C'est vrai qu'il y a encore du travail, mais déjà, cette volonté du président de la République suffit pour que les choses changent à ce niveau-là. Et la conséquence, c'est que ce sont les caisses de l'État qui sont renflouées. Et lorsque ces caisses sont renflouées, ce sont les infrastructures qui sortent des terres, c'est les sociales qui changent. Et donc, il est important que ces gouvernements fassent de la lutte contre la corruption également une de ses priorités, au même titre que la sécurité et le social. La sécurité et le social, je voudrais rappeler quand même quelques dates importantes. Le 1er avril 2024, le chef de l'État a nommé par ordonnance présidentielle une femme à la tête du gouvernement, une femme comme chef du gouvernement. Il s'agit de Judith Suminwa. Le jour de sa nomination, elle a été reçue par le président de la République et elle a prononcé ses premiers mots devant la presse. Judith Suminwa, si on peut revenir sur cette image, elle a dit qu'elle mesure la grandeur de la tâche ou l'immensité de la tâche qui l'attend. Là, c'est l'audience que le président de la République avait accordé à la première ministre Judith Suminwa. Bien avant, le chef de l'État avait reçu le premier ministre sortant, Sama Lukonde Kyenge. Et voilà, je pense qu'on va revenir aussi sur les images de consultation que Judith Suminwa avait initiées, justement des consultations qui ont abouti aujourd'hui à ce gouvernement qui sera dévoilé tout à l'heure par la porte-parole, Madame Tina Salama. Je rappelle, bien avant les consultations de la première ministre, c'était d'abord la désignation de l'informateur Augustin Kabouya. C'était le 7 février 2024. Là, c'est Judith Suminwa qui a entamé une série de consultations avec le membre, justement, les sociétaires de l'Union Sacrée. En tout cas, ces 2 mois, ces 60 premiers jours n'ont pas du tout été repos. Elle était partagée entre les consultations. Effectivement, elle a commencé par consulter les chefs des regroupements politiques. Il y en a 47. Et par la suite, elle a commencé justement la seconde étape, celle du choix des animateurs. Ce n'était pas du tout facile. Je dis ici que c'est tous les jours qu'elle, ici, à la Cité de l'Union africaine, pour rencontrer le président de la République. Et ce sont de longues séances de travail qui vont parfois jusqu'à près de 5 heures, comme hier. Et aujourd'hui, elle était encore là pour le dernier réglage. En tout cas, elle a fait montre d'une vivacité exemplaire pour tenir pendant ces 60 premiers jours. Et nous pensons que de la proclamation de ce gouvernement, c'est un autre rythme, en tout cas, plus intense encore, parce qu'elle devrait travailler sur les programmes du gouvernement et aller le défendre devant le Parlement qui continue à siéger en session extraordinaire. Et avant que la session ne se termine, je crois qu'elle aura terminé. Elle aura déjà effectivement été à l'Assemblée nationale, à la Chambre basse du Parlement, pour l'investiture. Et voilà, et puis au Sénat, on attend les bureaux définitifs. Je pense que c'est une affaire des jours seulement, mais ce qui est vrai, le gouvernement va présenter son programme devant la Chambre basse du Parlement congolais, donc l'Assemblée nationale, qui est déjà dotée d'un bureau définitif. Dont les oui, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et c'est ce que prévoit notre Constitution.
notre constitution ne donne pas ses pouvoirs au Sénat. Et donc, le gouvernement se présentera devant la chambre basse du Parlement. C'est l'Assemblée nationale qui va l'investir après avoir reçu et adopté le programme du gouvernement qui lui sera présenté. Là également, c'est un premier exercice important pour le bureau entrant. On sait que l'actuel président est déjà passé par là pour investir le gouvernement. C'est une longue séance parce que chaque regroupement politique, chaque groupe parlementaire devrait poser des questions et faire des recommandations. Et donc, le premier jour... Et souvent, c'est une longue plénière parce qu'à l'Assemblée nationale, selon les us et coutumes, il y a 13 groupes parlementaires et dans chaque groupe, on doit accorder au moins 3 minutes ou 5 minutes de parole à chaque député national, membre du groupe parlementaire, pour réagir par rapport au programme qui sera présenté. Si le programme est validé, là, le gouvernement est investi. Oui, je pense que là, à ce moment, les groupes parlementaires sont en train de se former, si ce n'est pas déjà fait, des groupes parlementaires, et il y aura un temps équitable à chaque groupe parlementaire pour faire des observations. Et c'est un exercice effectivement assez important parce qu'il permet de comprendre aussi à la population, se fait en tout cas une idée claire sur les ambitions et sur le programme du gouvernement qui sera investi. Et maintenant, le programme, au-delà du programme, il reste que ce programme se matérialise et que tout le projet se traduise en action du gouvernement. Donc c'est une étape importante, c'est ce que prévoit notre Constitution. C'est vrai que ça donne du retard, comme on a vu dans ces tractations, mais c'est ça aussi, ça fait partie des faiblesses de notre Constitution. Mais écoutez, mais on ne peut pas dire qu'une Constitution elle est faible, on la respecte. En tout cas pour l'instant, avant d'en avoir c'est vraiment un grand une autre, débat, celle qui est là et sera scrupuleusement respectée. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire justement. Il respecte la Constitution, il respecte sa famille politique. Il a donné l'occasion au chef des regroupements politiques de faire des propositions avant que lui-même n'intervienne pour les derniers arbitrages. C'est ce qui a été fait. Et nous allons avoir la configuration complète du gouvernement qui va être investi dans les jours qui suivent. Mais comment vous expliquez justement cette appréhension de certains acteurs politiques, de certains analystes qui estiment que cette lenteur ou le temps pris justement dans la mise en place de certaines institutions serait dû justement aux lacunes que présenterait cette constitution. D'autres estiment qu'il faut même la changer. Mais voilà, des voix s'élèvent effectivement, des voix s'élèvent pour que certaines dispositions de la Constitution changent pour si pas toute la Constitution. Donner beaucoup de temps. Pour l'instant, nous parlons justement de la mise en place des institutions. Là, par exemple, le gouvernement qui va être proclamé ce soir ne va pas commencer le travail demain. Il faudra que la population le sache. Donc, ce gouvernement doit se présenter devant la Chambre basse du Parlement. Et nous pensons que cette fois, non, ce n'est pas une question de mois, c'est une question de jours, parce qu'il faut d'abord un regroupement physique de tous les membres du gouvernement. Ils sont censés venir en tout cas de 26 provinces. On ne peut pas penser que tous les nominés habitent Kinshasa en ce moment, donc il faudra... D'autres sont peut-être en Europe et ils doivent prendre des avions. N'oublions pas que cette année, et pour la toute première fois dans l'histoire du pays, la diaspora congolaise a voté et elle a voté massivement pour le président de la République. 5 pays étaient concernés. Il y a la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Afrique du Sud. Et il est possible qu'au sein de la diaspora, que le président de la République se choisisse aussi un membre du gouvernement. Et donc, il faudra que celui-là arrive ici sur place pour rejoindre les autres. Donc, on ne peut pas d'emblée considérer que tous les nominés sont sur place ici. Donc, il y a ces regroupements qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps. Et puis, il y a cet exercice devant la Chambre basse du Parlement avant la cérémonie de remise-reprise. Mais c'est une question de jours, mais pas une question de mois. Voilà, espérons que c'est une question de jours et pas une question de mois parce que
Judith Souminois, l'actuelle première ministre, a besoin de travailler. Je sens en elle, quand vous lisez vraiment l'expression faciale. Je vais vous vous raconter une anecdote. Hier, sortant d'une longue séance de travail avec le président de la République, la presse permanente ici l'a interpellé. Ici à la présidence de la République. Oui, pour dire que, Excellence, notre patience est arrivée au bout. Et vous connaissez sa réponse, elle a dit qu'elle était beaucoup plus impatiente que tout le monde. Donc on sent en elle ces besoins-là de pouvoir vite passer aux prochaines étapes et commencer le travail. Mais en tout cas, dans les 60 jours ici, on a senti que jamais elle ne s'était reposée entre tractation et consultation, rééquilibrage. Elle était toujours là et il est normal qu'aujourd'hui qu'elle présente ces gouvernements tant attendus au niveau national et même international. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la Cité de l'Union africaine. De moment à l'autre, la porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama, va devoir sortir pour nous annoncer, nous lire justement l'ordonnance portant nomination de membres du gouvernement. Je suis sûr qu'il va d'abord rappeler l'ordonnance portant nomination de la première ministre, ainsi que par la suite, maintenant, il va lire l'ordonnance portant nomination des autres membres qui vont composer le gouvernement Judith Souminois. Et là, nous aurons une idée sur la taille exacte de ces gouvernements, mais nous parions que ça sera moins de 57 membres du gouvernement. C'est basant sur la déclaration du président de la République qui voudrait réduire le train de vie des institutions. Il avait prêché par l'exemple en réduisant le nombre des collèges, vous avez dit ici au de cabinet, conseillers au niveau de son cabinet. C'est une réduction drastique. Cela devrait se traduire également au niveau du gouvernement. En tout cas, telle était sa volonté. Et cela devrait se matérialiser ce soir. Alors, en ce qui concerne la configuration, on se rappelle que dans le gouvernement sortant, il y avait cinq vice-premiers ministres. Okay? Il y avait la vice-primature de l'intérieur, la vice-primature des affaires étrangères, la vice-primature de la défense nationale, la vice-primature de l'économie. Je crois que c'était ça. Est-ce que j'en ai oublié? Non. Oui, c'était ça. Et puis il y avait des ministres d'État, des ministres délégués, où je crois qu'il y avait une seule, c'est une dame, Madame Manouanina, ministre délégué, le président et de la puis République, de vice-ministre. Ça, c'était la configuration. Bon, combien seront-ils dans chaque catégorie? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Est-ce que nous aurons 12 vice-ministres comme par le passé? On peut parier que non. On le saura tout à l'heure. Voilà, on le saura tout à l'heure. Donc, cela, nous gardons notre mal en patience. Mais le suspense sera levé parce que le président de la République a décidé d'élever le suspense. C'est mardi 28 mai 2024. Mais la grande question, c'est justement le profil. C'est un gouvernement tant attendu. La population donne beaucoup d'espoir à ces gouvernements, attend beaucoup de ces gouvernements qui sera publié tout à l'heure, surtout dans la partie est de la République. Vous savez, ça fait plus de 30 ans de guerre, 30 ans de guerre cette année en 2024, qui coïncide avec les génocides rwandais de 1994, qui a été la source de tous les problèmes que la partie est du pays connaît aujourd'hui, parce qu'en son temps, à l'époque du Zaïre, les frontières nationales avaient été ouvertes à la demande de la communauté internationale pour que les réfugiés rwandais viennent trouver asile, trouver de la place ou fuir en République démocratique du Congo. Mais depuis lors, c'est l'instabilité
de la partie orientale de notre pays. L'Est de la RDC est devenu aujourd'hui le ventre mou et beaucoup d'attentes par rapport à ces gouvernements, par rapport justement à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, parce que la comptabilité des morts continue. Oui, la question sécuritaire est une question vitale pour les Congolais et pour le président de la République en premier. Il n'a de cesse de dire, et jusqu'ici, tous les moyens en tout cas sont mobilisés pour rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'efforts en tout cas ont été fournis dans ce sens. Avec dont le plus grand exploit reste cette loi de programmation militaire, cette loi qui permet, qui donne des moyens conséquents, en tout cas à notre armée. Il y a eu la levée de l'embargo, et ça c'est le résultat de la diplomatie parlementaire, pardon, de la diplomatie agissante du président de la République qui a obtenu la levée de l'embargo, parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un pays qui est en guerre ne soit pas en mesure de s'approvisionner. Et donc, par quelle magie pouvait-elle gagner cette guerre? Donc aujourd'hui, les forces armées sont en train de se réorganiser. Il y a cette montée en puissance mais en face, on sait qu'il y a un conglomérat d'aventuriers qui voudraient faire de la République démocratique du Congo leur terrain de prédation, mais cela ne passera pas. Le président de la République a dit, quel que soit le temps que cela prendra, mais cette guerre, nous la gagnerons. Foi du président de la République, foi des Congolais également. Et d'ailleurs, c'est sur base de cette détermination et au fait que le président de la République a été massivement élu sur l'ensemble du territoire national, parce qu'ils ont vu l'état dans lequel il a pris ce pays et les efforts par lui fournis, en tout cas ici au pays et même à l'étranger, pour obtenir ses premiers résultats. Et l'on pense qu'avec maintenant cet appui juridique, avec le moratoire sur la levée de la peine de mort, je crois qu'il y aura moins de traîtres, voilà, et que les forces armées peuvent maintenant se lancer dans la reconquête du territoire, ce qui est en train de se faire d'ailleurs ces derniers temps lorsque vous faites les monitorings sur les nouvelles du front. Aujourd'hui, on cite Bouéremana qui est contrôlé, la priorité des Minova, et la direction, c'est Saké, avec les forces loyalistes qui sont en train de pousser, qui sont en train d'avancer pour récupérer toutes ces agglomérations qui sont aujourd'hui occupées par les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda. Donc c'est une guerre qui nous est menée, imposée par le Rwanda, qui se cache derrière le M23. Une guerre de prédation. Aujourd'hui, c'est documenté. Aujourd'hui, les Nations Unies ont toutes les preuves. Tous les États du monde ont des preuves. Donc c'est une évidence. Et donc, lorsqu'on connaît l'adversaire, maintenant, on sait bien l'attaquer et l'anéantir. C'est ce qui se fera, cette guerre. Nous la gagnerons en tout cas. C'est la foi du président de la République, c'est la foi des Congolais, c'est aussi notre propre foi. Nous y arriverons donc. La question sécuritaire reste la priorité des priorités. Il n'y a pas que la province du Nord Kivu. Madame la Première ministre l'avait dit, c'est dans ses premiers mots, le 1er avril 2024, aussitôt après sa nomination par le chef de l'État, dans sa première déclaration, elle avait fait part de sa détermination de pouvoir mettre tous les moyens, en tout cas, pour améliorer la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que la province du Nord Kivu qui est touchée par cette instabilité sur le plan sécuritaire. Il y a aussi la province de l'Ituri, cette fois-ci avec des groupes armés locaux. Et déjà, il faut saluer les efforts du gouverneur militaire, Denis Luboya Nkashama, qui a à plusieurs reprises essayé de rapprocher ces communautés en conflit pour fumer les calumets de la paix. Oui, effectivement, c'est un long processus. Aujourd'hui, il n'y a que ces groupes terroristes appuyés par les Rwandais qui restent téméraires, mais dans les autres groupes armés ont souscrit au programme, au processus de Nairobi. On se rappelle de cet appel qu'avait lancé le président de la République par visioconférence. Il s'était adressé
aux chefs de groupes armés. En tout cas, les armes se sont tues dans beaucoup de fronts et il ne reste que ces groupes armés qui sont instrumentalisés par une armée qui est en réalité une armée étrangère qui continue. En tout cas, ils ont souscrit et ils attendent d'ailleurs la suite du processus de Nairobi pour les prochaines étapes qui étaient les cantonnements, le désarmement et la réinsertion sociale. Certains membres de ces groupes armés locaux ont rejoint les PDDRCS, les programmes de démobilisation. Et donc, avec l'entrée du gouvernement, nous pensons que tout cela devait prendre de la vitesse. Vous savez, il y a des partenaires qui s'impatientent également. Il y a 2 jours, le président de la République avait reçu ici les ambassadeurs européens, les ambassadeurs de l'Union européenne conduits par l'ambassadeur de l'UE justement, ici basé à Kinshasa. Et au sortir de cette audience, ils avaient fait part aussi de leur volonté de pouvoir appuyer ce 2e mandat du président de la République parce que l'Union européenne a aussi un programme de coopération avec le gouvernement. Ils attendaient ces interlocuteurs pour pouvoir commencer avec ces programmes qui avaient déjà été arrêtés. En tout cas, ils ont dit publiquement qu'ils appuyaient le président de la République dans ses seconds mandats et qu'ils attendaient la sortie du gouvernement. Et ils attendaient la sortie du gouvernement parce qu'ils voudraient avoir un interlocuteur investi, valable. C'est le gouvernement Judith Suminwa. Nous parlions justement des défis, à part les défis sécuritaires. Je disais qu'à part la province du Nord Kivu, il y a l'activisme du groupe terroriste du M23. Il y a aussi l'Ituri, mais là, il y a la calmie. Les calmes commencent à régner. D'ailleurs, oui, il y a un pour calme preuve, relatif. Oui, il y a un calme relatif. Voilà pourquoi les travaux de construction de routes s'effectuent avec beaucoup de bonheur. Et l'aéroport de Bunia est en train d'être réhabilité. Donc, si la paix est rétablie dans cette zone, notamment dans la partie orientale, je pense que ce sera un pôle de développement énorme pour le pays. Et pourquoi pas, ce sera un hub dans plusieurs secteurs d'activité. Effectivement, tous les moyens qui sont déployés aujourd'hui pour la sécurisation du pays peuvent être orientés dans les projets de développement. Imaginez l'argent que dépense la République depuis des dizaines d'années. C'est pour permettre justement, si ces moyens pouvaient être réorientés vers d'autres projets, je crois que la République démocratique du Congo aurait déjà franchi quelques progrès, mais ça viendra. Mais pour l'instant, la sécurité reste la priorité des priorités. Mais cela ne signifie pas que les autres secteurs de la vie seront abandonnés. Non, le président l'a dit, en même temps qu'on est en train de lutter contre cette agression extérieure, il y a des efforts qui devraient être fournis à l'interne dans les autres secteurs de la vie, notamment dans le secteur social. Il faudra améliorer le social des Congolais. Il faudrait également permettre aux populations d'accéder aux besoins sociaux. Parmi ces besoins sociaux de base figure par exemple l'enseignement, d'où ces programmes de gratuité de l'enseignement qui a permis à près de 5 millions d'enfants de pouvoir rentrer dans les circuits scolaires. Le début était un peu difficile comme toute réforme, mais par la suite, les résultats sont très spectaculaires avec tous ces enfants qui ont repris les chemins de l'école. Grâce à la gratuité de l'enseignement de base. Merci Giscard Koussema. Mesdames, Messieurs, je sais que vous vous impatientez pour suivre en direct la publication du gouvernement souminois, une publication qui sera faite ici à la Cité de l'Union africaine. Et c'est la porte-parole du chef de l'État qui va s'adonner à cet exercice. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là, nous allons marquer une courte pause. Et nous allons... Le temps pour nous de prendre un verre d'eau. Voilà, le temps pour nous de prendre un verre d'eau. Et nous allons nous retrouver juste après. Et ce sera le moment de la publication du gouvernement souminois. Merci. Le sang a trop coulé. 2 vies sont fauchées. Notre femme, patrimoine mondial.